Alors la Nuit aux Invalides, c'est un événement qui a 10 ans. Aujourd'hui, c'est un événement phare de l'été à Paris. Voilà, il y a plus de 650 000 personnes qui ont assisté en 10 ans à cet événement. C'est le grand son et lumière de la capitale en France. Donc vraiment un événement qui est très apprécié par les touristes de passage. On a beaucoup de touristes internationaux et surtout beaucoup de Parisiens qui viennent redécouvrir leur patrimoine sur ce spectacle qui vraiment raconte d'année en année, qui évolue un petit peu, mais qui raconte l'histoire de Paris, l'histoire des Invalides et l'histoire de France en général. Alors c'est un spectacle en son et lumière, en vidéo mapping comme on dit aujourd'hui, donc c'est de la projection sur les murs, sur les 3 façades de la cour d'honneur des Invalides, donc c'est un énorme travail déjà d'infographistes, vraiment d'ingénieurs lumière qui vont, c'est un peu comme des enlumineurs du 21e siècle, ils vont venir vraiment dessiner sur la pierre tout le spectacle que le spectateur va voir. C'est aussi un énorme travail de recherche historique qui a été fait par le scénographe Bruno Cellier, voilà, qui réalise La Nuit aux Invalides depuis 10 ans. Voilà, tout ça pour proposer un spectacle qui soit à la fois riche en contenu et très technologique, vraiment très spectaculaire, voilà, pour faire le bonheur de tous les visiteurs. Napoléon, c'est un peu une évidence parce que déjà c'est un personnage très important ici dans ces lieux, déjà parce qu'il y est enterré dans le dôme des Invalides, dans l'église du dôme des Invalides, et puis parce que Napoléon c'est sans doute le personnage historique le plus connu au monde, et puis voilà, après ou devant à mon avis d'ailleurs Jésus-Christ ou Mahomet, des gens comme ça. Napoléon c'est vraiment un personnage emblématique de la France quand même. Donc effectivement, c'était normal quand on fait un spectacle aux Invalides sur l'histoire de France, de faire un spectacle spécial sur Napoléon, d'autant qu'on a célébré l'année dernière les 200 ans de sa mort. Et il faut venir voir ce spectacle parce que tout simplement, c'est vraiment un spectacle qui est assez unique parce qu'on est en plein cœur de Paris. On a un énorme spectacle en vidéo mapping sur 5000 m² de pierre. On a les toutes dernières technologies, vraiment qu'on améliore tous les ans avec les dernières avancées. Donc vous avez un spectacle total très riche en contenu avec une belle narration qui dure 50 minutes dans un endroit qui est exceptionnel et qui vous raconte vraiment l'histoire de Napoléon mais aussi un peu l'histoire de France et l'histoire de Paris. Donc c'est vraiment un condensé de plein d'ingrédients assez incroyables en 50 minutes de spectacle. Bienvenue à l'Hôtel National des Invalides. Le monument était au commencement en bordure de la ville de Paris. Il est maintenant en son cœur et constitue l'un de ses joyaux. Enserré désormais par la capitale, son destin se confond avec la France et son histoire en est l'un de ses plus fascinants reflets. Ces pierres ne sont pas seulement liées par un mortier minéral, non, un autre ciment les unit, un ciment immatériel, enrichi par le dépôt de chaque génération. Si en nos monuments demeure le plus grand songe de la France, comme l'écrivait un homme au nom gravé en lettres d'or dans l'un des corridors de cet hôtel, alors nous allons ce soir nous laisser effleurer par ce songe et frémir au souffle de l'histoire. En 1921, pour le centenaire de la mort de l'hôte le plus fameux de ces murs, le maréchal Foch déclarait « Sire, dormez en paix. De la tombe même, vous travaillez toujours pour la France. À tout danger de la patrie, nos drapeaux frémissent du passage de l'aigle. » Comme chaque soir, lorsque les portes de la cour d'honneur se referment et que les hommes délaissent le monument, le présent est mis à la porte. Règne alors un silence tout sépulcral, tenant à distance la rumeur de la ville. Le fondateur des Invalides ne savait pas que son œuvre le dépasserait. Il ne savait pas qu'il avait bâti un merveilleux écrin et fondé le premier pan d'un admirable triptyque. Il appartenait à d'autres de compléter l'héritage et d'y déposer leur trésor. Des trésors que l'on peut appréhender le jour, mais dont la substance ne se révèle que dans le silence de la nuit. Lorsque l'obscurité envahit les corridors et que le monument fond dans un même souffle, la légende et l'histoire.
Je suis lié au destin du ministre qui, des travaux de ce lieu, fut l'inspecteur minutieux. Un ministre auquel aucun détail n'échappait. Un loup attentif et sans pitié, dont la mémoire utilise désormais mes yeux de pierre pour continuer sa tâche et scruter cette cour. Pour l'histoire, désormais, je suis l'œil de Louvois, même si je ne suis qu'un parmi les 60. Petites ouvertures rondes ou ovales, pratiquées dans le toit d'un bâtiment afin d'apporter la lumière aux combles et greniers. Voilà notre rôle. Notre légitimité résidait en notre utilité. Mais l'époque qui nous a donné le jour avait l'art de rendre beau l'utile. Nous fûmes donc sculptés dans cette cour pour être beaux et donner de la lumière au monde. Lucarne ou œil de bœuf, c'est notre lieu. Durant plus de 200 ans, nous avons accompli notre tâche et puis l'électricité est arrivée. L'utilité perdue, seule nous restait la beauté, en apparence, car l'histoire nous avait confié une autre tâche. Depuis 3 siècles, nous regardons la lune. Nous sommes les yeux et les oreilles des Invalides. Nos yeux grillagés ouvrent sur les greniers de la mémoire. Il y a 300 ans dormait ici une seule espèce de pensionnaire. Depuis, le lieu s'est enrichi de nouveaux hôtes et nous connaissons la valeur de ce que les hommes y ont déposé. L'âme de ce monument a changé. Il n'est pas que de pierre. Et lorsque l'obscurité épouse le silence, c'est une autre histoire qui commence. Le jour est aux hommes, mais la nuit, elle, est au souvenir et au mystère. Mais l'ennemi attend son heure. De tout monument, il veut la ruine. Même enchaîné à la pierre, nul ne peut l'empêcher de venir, car nul ne peut arrêter sa course. Et dans son sillage traînent pluies et frimas, chaleurs et meurtrissures. Son manteau a les couleurs de la nuit. Son fils est l'oubli. Chronos ou Saturne sur la pierre, le temps est le nom que lui donne le commun des mortels. Jusqu'à ce jour, chaque aurore, au lieu de céder son triomphe, consacre sa défaite. Chacun de ses coups, de ses outrages, loin d'altérer le monument, augmente sa gloire et sa puissance d'émotion. Mais l'histoire n'est pas finie. Face à lui, 3 géants montent la garde. Géants ils sont, serviteurs ils demeurent de cette France qui leur a survécu
qui servent encore par-delà les rivages de la mort, escortés par une armée d'ombre. La renommée de leur destin est telle qu'elle brille au firmament de l'histoire, empêchant toute éclipse et toute obscurité d'envahir ces mondes. Ils sont les fils chéris d'une déesse aux cheveux d'or qui embellit ici chaque pierre. Son parfum les imprègne et elle résonne à son toucher, le toucher de la gloire. Dans une pose alanquie, s'opposant à Saturne, trône la Muse, gardienne des Invalides. Ce n'est pas moi qui l'ai vaincu. 3 titans l'ont fait, qui de ce haut lieu sont les cervelles. C'est votre couronne qui orne leur front de gloire. L'éclat de ma couronne est fragile. Il tient à chaque génération de le maintenir ou de le ternir. Mais en ces murs, désormais, il brille sans déclin. Alors, honneur soit rendu au fondateur des lieux. Il s'appelait Louis, 14e du nom. Il était roi. Poursuivant la grandeur, il voulait donner à la France, son pays, un rayonnement inégalé. Il y réussit et devint le roi soleil. Ce roi avait le goût du grand et du beau. Pour lui, il bâtit Versailles. Pour les vieux soldats et les estropiés de son armée, acteurs de sa gloire, il fonda l'hôtel royal des Invalides. Paris lui doit l'embellissement du Louvre et les grands boulevards de Val-de-Grâce et la Pitié-Salpêtrière, les futures places Vendôme, Institut et Champs-Élysées. Louis XIV eut soin du corps de ses soldats. Il eut soin aussi des âmes. Libéral Bruand dessina les bâtiments militaires. Le grand Jules Hardouin Mansart paracheva le chef-d'œuvre avec l'église royale, hymne à la lignée des rois sacrés. L'hôtel fit l'admiration de l'Europe et de ses contemporains, par sa beauté, son inspiration charitable et la modernité de son institution médicale. Modernité jamais démentie par les siècles. Un merveilleux écrin avait vu le jour. Et les Invalides sortirent de terre sur les anciennes possessions de la vénérable abbaye de Saint-Germain-des-Prés. Les fondements symboliques étaient posés, l'austérité de la pierre pour la rigueur du devoir, l'or du don pour la grandeur du service et du don suprême, le don de sa vie pour la France. Mars et Minerve, dieux des armes païennes, gardaient l'entrée nord.
Charlemagne et Saint-Louis gardaient l'entrée sud et l'entrée du dôme, semblant veiller le prochain grand homme. Les Invalides étaient parés pour affronter l'irruption de la nation dans l'histoire. L'inauguration de l'église du Dôme fut l'ultime visite du roi Soleil. Je ne vis que 2 fois dans cette cour les successeurs de Louis le Grand et Chronos veillait, qui ne relâchait pas son étreinte. Sentant venir l'orage, l'éclat de la gloire avait fui. Une sourde agitation gagnait les quelques pensionnaires du site, alors que dehors, la tempête éclatait. Acquis aux idées nouvelles, les Invalides épousèrent la cause révolutionnaire. À 3 reprises, par ses assauts, je la vis menacer de ruine l'auguste monument. La première vague, sous la forme d'une foule immense, emporta les 20 000 fusils conservés dans les caves de l'hôtel avant de se ruer à la Bastille. La deuxième vague fut destructrice. Peintures, sculptures, bustes, drapeaux, rien ne fut épargné. Les chefs-d'œuvre du grand siècle, prestige de la monarchie, furent saccagés. La dernière vague arracha les ultimes lambeaux de sacré, débaptisa l'église du Dôme, qui devint le temple de la victoire avant d'être celui de Mars, dieu de la guerre. Lorsque la vague de la Révolution entama son reflux, elle laissa sur le rivage du pouvoir le statut de légende. C'est le 2e gardien de ces lieux. Ogre pour les uns, génie pour les autres, Clausewitz, l'ennemi prussien, l'appellera le dieu de la guerre. Sa vie reste pour l'histoire une perpétuelle énigme. À 200 ans de distance, le murmure de son nom suscite le respect et l'émotion. Lorsque les ombres de la nuit s'étendent sur le monument endormi, un mythe s'avance. À l'entrée d'un tombeau, nulle place pour la polémique, la méditation seule s'impose. Avec lui, le peuple français a bu à la coupe de la grandeur. En juin 1821, sa course terrestre s'achevait, sa légende prenait son envol. Si l'éclat de ses lauriers militaires lui donne pour seul compagnon un Alexandre ou un César, son destin paroxystique dépasse la seule dimension des armes et confère à sa figure une allure prométhéenne. À la poursuite de la paix, il fut enchaîné au rocher de la guerre par les rivages révolutionnaires et l'hostilité anglaise. Ainsi, l'aigle de la victoire, aile de la renommée, dévora ses forces un peu plus chaque jour. Arpentant l'Europe et plus encore, il dut franchir maints Rubicons, affrontant tous les climats et leurs filles météorologiques, chaleur, glace et bourrasque. C'est dans la neige du collège de Brienne, haranguant des troupes enfantines,
qu'il gagna sa première bataille symbolique, le passage du col du Grand Saint-Bernard, faisant de lui un moderne Hannibal. Il bâtit sa légende à l'ombre sèche et brûlante des pyramides de l'Égypte. Et si le brasier de Moscou fut son incendie de Troie, le retour en France, son Italie, fit de la retraite de Russie, chemin de croix inouï pour ses hommes, une odyssée aux dimensions tragiques. La pluie l'accompagne dans la marche vers Austerlitz et la veille de Wagram. Ses troupes, épuisées, se redressent devant lui, statue équestre sous le déluge. La nuit encore, à Sainte-Hélène, la veille de son ultime victoire, quand fut ouvert son tombeau avant de ramener sa dépouille en France. Mais il faut le soleil d'Austerlitz pour l'apothéose du nouveau Charlemagne, comme il faut la ténébreuse nuit de Waterloo pour achever le rêve d'une 4e dynastie, dont la mémoire est gardée par une légion d'honneur de braves. L'aigle blessé demanda l'asile au lion vainqueur, qu'il rêva magnanime, mais qui lui offrit malgré lui une fin légendaire sur le rocher venteux de Sainte-Hélène, conférant à son agonie lointaine les couleurs d'un martyr. Il fallait de multiples foyers d'inspiration au souffle de cette vie, qui fut, selon René de Chateaubriand, le plus puissant souffle qui anima jamais l'argile humaine. Le premier, la Corse, sa terre natale, rocher au caractère entier, siège des premières passions, des premières escarmouches, la patrie de sa mère Laetitia, dont il dit « Ce que j'ai de grand, moi, c'est à ma mère que je le dois. » Vient ensuite la deuxième patrie, la définitive, la France. Par ses écoles royales et ses maîtres, elle lui donna à boire aux sources de l'esprit. Il y but à longs traits, puisant dans Plutarque, Xénophon et Platon, l'amour des mères civilisations. S'imprégnant des classiques français comme Bossuet, il s'enivra enfin de l'esprit des Lumières et de ses... Dans la chambre de combustion de son fort intérieur, se forgeait une âme à l'énergie inédite, dont seul un événement hors du commun pourrait déclencher la mise en action. Cet abrégé du monde selon Goethe, l'icône allemande des lettres. Napoléon, comparé par l'un de ses professeurs à du granit chauffé au volcan, a laissé à la France des réformes essentielles qu'il a qualifiées lui-même de masse de granit. Ces masses de granit consolidant l'État, parachevant l'épisode révolutionnaire et apaisant le pays, le souvenir en est désormais sculpté dans le marbre de bas-relief, dans la crypte. Conseil d'État, préfet, Front Germinal, Banque de France, livret ouvrier, Code civil, lycée, concordat, légion d'honneur, cour des comptes, détails de la vie courante comme la numérotation des rues. On est pris de vertige par les œuvres menées par ce moderne lycurgue, ce Martial Solon.
Martiane, car les derniers mots qui passèrent la barrière de ses lèvres furent tête et armée. Martiane, car son œuvre, enfantée sous l'égide de Mars, sur les terres italiennes, fut rendue possible par le succès des armes. Une colonne à la Trajan, cuirassée par l'airain des canons pris à l'ennemi, célèbre au cœur de Paris la plus glorieuse de ses victoires, Austerlitz. Austerlitz, fêtée chaque année à Saint-Cyr, victoire à jamais attachée à l'école militaire où la France forme ses officiers. En hommage à Napoléon, fondateur de l'école, le père Système porte pour le baptême de chaque promotion l'uniforme préféré de l'empereur, la tenue de colonel des chasseurs à cheval de la garde, suaire de son dernier sommeil. Et tels les flambeaux éclairant la marche de l'empereur la veille de la bataille, les âmes des 10 000 sirards morts pour la France éclairent et réchauffent la vocation des élèves officiers. Pour la France, pour la gloire de son nom, Napoléon. Dans cette cour, j'ai entendu les soldats, manchots, borgneux et éclopés, acclamer son nom à l'annonce de ses victoires. Lui, le grand pourvoyeur d'invalides. L'empereur gagne ses batailles avec nos jambes, disaient ces soldats. Ayant à leur actif les plus longues marches militaires de l'histoire, ils ont accompli des exploits. Franchissant les Alpes, courant presque, de Boulogne à Austerlitz, stupéfiant les armées ennemies, suivant jusqu'au bout de la douleur le petit tondu, leur empereur. L'infanterie, sa figure éternelle. Le grognard. Assurant les victoires, auréolé d'un panache sans pareil, avec ses charges monumentales à Eylau, Waterloo, j'ai nommé La cavalerie. Icône, Murat, le modèle, la femme. tout hussard qui n'est pas mort à 30 ans est un Jean Foutre, disait-il. Il mourut à Wagram à 34 ans. Hussards, dragons, cuirassiers, chasseurs, lanciers, tous figures des guerres napoléoniennes. Et enfin, celle qui ouvre une nouvelle ère, celle de la primauté de la technique, la reine méconnue qui ceinture cette cour, l'artillerie. Il ne s'y était pas trompé, notre Prométhée, en prenant cette arme à l'école militaire, à 2 pas d'ici. Vendémiaire, Toulon, sa carrière s'ouvre au canon. Après lui, le feu l'emportera définitivement sur la Somme. L'Angleterre, l'ennemi de sa première et de sa dernière heure, l'exila, après une ultime défaite,
afin que tombe sur lui la nuit de l'oubli. Il fut enterré sous une dalle sans nom, dans un val de saules pleureurs et de géraniums en fleurs. Muse, brisez vos harpes glorieuses, l'homme du siècle est tombé. Ainsi écrivait pourtant le poète anglais Lord Byron, apprenant la mort de Napoléon sur le rocher de Sainte-Hélène. Aux Invalides, un feu brûlait dans le cœur des vétérans pensionnaires qui espéraient la dernière et la plus belle victoire, une victoire immatérielle, celle de l'histoire de France, accueillant en son sein l'enveloppe charnelle de l'un de ses enfants exilés. Par une décision heureuse, scellant un désir de réconciliation nationale, le roi Louis-Philippe ordonna de ramener le corps de l'empereur pour qu'il repose au bord de la Seine, au milieu du peuple français. Nombre de vétérans dormirent sur l'esplanade glacée la veille du retour des cendres, échangeant leurs souvenirs autour d'un ultime bivouac fatal à certains d'entre eux. Habitués à honorer ces victoires, les canons des Invalides saluèrent le char portant l'impériale dépouille. Et l'Aigle remporta sur le lion anglais sa dernière bataille. Né presque étranger, sur une île tout juste française, Napoléon était entouré par 1 million de Français lors de sa dernière marche, la plus triomphale. Le jour viendra où l'Angleterre, devenue alliée de sang, de sueur et de larmes, verra son Premier ministre, descendant de Marlborough, se penchant méditatif sur le tombeau, déclarer « Il n'y a rien au monde de plus grand ». En créant le Panthéon militaire, Napoléon ne savait pas que, ce faisant, sa dernière demeure serait un jour gardée par les plus grands capitaines de la France royale, de l'Empire et de la République. En édifiant l'Arc de Triomphe, il ne pouvait imaginer qu'il abriterait le repos du soldat inconnu, que la flamme du souvenir y serait ravivée chaque jour, et que cette place de l'Étoile, avec ses avenues rayonnantes, faisceaux de ses victoires, serait avec les boulevards de ses maréchaux une boussole de la géographie parisienne. La royauté créa l'espace pour abriter ceux qui vaillamment avaient défendu sur maints champs de bataille la gloire des armes de France. Le Premier Empire, aux côtés des blessés, fit reposer les morts. Un vent de légèreté souffle sur Paris et rénove son visage. La belle époque. Les expositions universelles et la révolution, industrielle celle-là, déploient leur charme et leur prouesse. L'esplanade des Invalides accueille au mois de mai une réjouissante fête. Une légèreté qui se teinte d'un esprit de revanche après la guerre de 1870. Quelle ne fut pas notre surprise le jour où nos murs vénérables que nous souhaitions graves et austères
ministère retentirent des cris joyeux de l'enfance. La République créait le musée de l'armée, posant ainsi une pierre définitive. En caressant du regard l'armure de François Ier, l'épée d'Henri IV, les enfants pouvaient rêver de Marignan et de panache blanc. En admirant les épées et parfois leur devise gravée, ils pouvaient se croire chevaliers. Notre hôtel était désormais comme une vieille maison de famille, avec ses pieux souvenirs, mêlant cris de joie et tumultueuses disputes, douleurs et réconciliations. Hospice, nécropole, musée, admirable triptyque. Nous autres, les Invalides, étions dorénavant la sentinelle de pierre de l'histoire de France. Pressentant la grande épreuve et l'inouï sacrifice qu'elle avait demandé à la jeunesse française, la République souhaitait réunifier la clinique des siècles et rassembler sous les mêmes couleurs tous les morts de la longue et grande geste française. En 1915, l'auteur de la Marseillaise rejoignait le caveau des gouverneurs. Sous le regard de Saint-Louis, remettant au Christ rédempteur le glaive des armes de France, d'or rougeait de l'île. Le bleu reposait auprès du blanc, au cœur d'une page rouge, rouge de sang. Au mois d'août 1914, 4 millions d'hommes laissèrent leur quotidien au son du tocsin, à l'appel de la France, donnant à cette levée en masse un parfum de 1792. La première guerre totale et mondiale avec au bout la victoire, parachevée par un grand chef, Foch. Mais il est des victoires plus lourdes que certaines défaites. Dans la chapelle du Dôme des Invalides, où repose le maréchal, sont unis dans un même hommage les poilus anonymes au sang généreux et le chef célèbre au talent reconnu.
borne d'un deuil nécessaire, germe d'un découragement mortel. Quand les vertus du nombre font défaut, que le pays semble avoir un genou à terre, que les ténèbres se font si épaisses, qu'aucun espoir ne semble perdu, il faut un puissant remède de courage et d'honneur. Dès la nuit 1940, un nouvel ordre naissait, semblance de chevalerie. Ses compagnons allaient œuvrer pour la libération, pour que la France demeure. Leur blason, voulu par le fondateur et unique grand maître, une croix de Lorraine pour la passion et l'espérance, un glaive pour rappeler que la France fut faite à coups d'épée. Il faudra attendre le 6 juin 1944 pour que les foudres des forces alliées s'unissent à la flamme de la résistance, allumée 4 ans auparavant au cœur de l'obscurité. La nuit du devoir est parfois obscure. Et dans cette nuit, l'espoir, la lueur, a parfois les échos d'une voix qui, pour être solitaire, n'en est pas moins puissante lorsqu'elle incite à lutter contre le renoncement et invite à tous les sacrifices. C'est la voix du troisième titan, au nom prédestiné, appelant à la résistance sous la bannière de son cher et vieux pays. Il était seul, il avait un nom d'ancienne France, il était l'avenir. Il s'appelait Charles de Gaulle. L'honneur, le bon sens, l'intérêt supérieur de la patrie commande à tous les Français libres de continuer le combat là où ils seront et comme ils pourront. Moi, général de Gaulle, j'entreprends ici, en Angleterre, cette tâche nationale. J'invite tous les Français qui veulent rester libres à m'écouter et à me suivre. Vive la France, libre dans l'honneur et dans l'indépendance. Ce sont des forces françaises de la 2e DB du général Leclerc qui entrèrent les premières devant leurs frères d'armes américains dans un Paris soulevé, un Paris libéré. L'hôtel abrite le siège de l'Ordre de la Libération, fondé par le général. Sa devise nous ramène à l'esprit des lieux. En cette cour, un cœur bat pour ceux qui ne battent plus. Les corps inanimés qui y sont déposés rejoignent une trame qui se tisse par-delà les soubresauts du présent. Les pauvres n'ont que la patrie, disait Jean Jaurès. Elle tend ici les bras à ses fils, morts pour elle,
son nom sur tous les théâtres d'opération. À leur chevet, une poignée de lys et de bleuets, un bouquet de roses et de réséda. 3 mots pour épitaphe, en forme de médaille, résumant tout, leur sacrifice et leur gloire, morts pour la France. L'Hôtel des Invalides. Un monument aux 3 visages, pour 3 régimes et 3 vocations. Drapé dans un emblème aux 3 couleurs, symbole d'unité. Un seul lieu, où la France accueille ceux qui ont survécu dans l'honneur et ceux qui sont morts dans la gloire. Un jour de décembre de l'année 1961, à la tribune de l'Assemblée nationale, un ministre du général de Gaulle prenait la parole, invitant les Français à sauver les monuments emblématiques de notre patrimoine, dont les Invalides étaient l'icône. Cet homme, il repose maintenant dans un autre panthéon, sur les hauteurs de la montagne Sainte-Geneviève. Il s'appelait André Malraux. Voilà ce qu'il disait. C'est pour cela que nous voulons les sauver. Non pour la curiosité ou l'admiration, non négligeable d'ailleurs des touristes, mais pour l'émotion des enfants que l'on y tient par la main. Michelet a montré jadis ses petits visages éblouis devant les images de leur pays, où la gloire n'avait pas d'autre forme que celle du travail et du génie. C'est elles qui nourrissent notre communion la plus profonde. C'est par elles que les combats, les haines et les ferveurs qui composent notre histoire s'unissent, transfigurés au fond fraternel de la mort. Puissions-nous faire que tous les enfants de France comprennent un jour que ces pierres encore vivantes leur appartiennent à la condition de les aimer. Chronos sait que lui encore sera vaincu.
c'est quelque chose de très émouvant et je pense que ça devrait être montré à tous les enfants de France et d'Europe et du monde entier pour leur faire comprendre l'intérêt de l'histoire et de tous ces grands personnages qui ont fait la France et que dans chaque pays, il y a eu des grandes personnalités. Et je pense que c'est vraiment un ancrage de l'histoire et qui sert pour les générations futures parce qu'il ne faut pas oublier ce qui s'est passé pour éviter que ça se reproduise. Et puis là, ici, c'est la grandeur de la France. C'est le triptyque, hein, Louis XIV, Napoléon et le général de Gaulle. Voilà. Moi, j'ai amené mes petits-enfants, 6 ans et 8 ans. Ils sont stupéfaits. Et puis, d'un point de vue technologique, c'est absolument génial. Et c'est pas la première fois que je viens. On vient à peu près tous les 2 ans pour voir l'évolution et selon l'histoire. It was just overwhelming. We are here for a visit in Paris for just 5 days, and we heard of this event, and then we booked the tickets. I'm very happy about that. Franchement, on a trouvé ce spectacle. En fait, je suis sans voix, quoi. Tellement c'est fabuleux, en fait, toutes ces lumières, et puis surtout l'histoire. Parce qu'en fait, ce monument a une riche histoire, 300 ans. Et on a parcouru en fait toute l'histoire d'il y a 300 ans jusqu'à la Seconde Guerre mondiale et franchement j'ai trouvé ça formidable, quoi. Je n'ai pas d'autres mots. En fait on est moi et mon épouse et notre fils on a été éblouis en fait par toutes ces lumières, cette histoire. Franchement rien à dire, super.